Eddy Haït, invité de notre 12e séance pour les invités des journaux de Rive et la web télé de Rive. Eddy Haït, conseiller régional Île-de-France, délégué spécial du président de la région, chargé de la modernisation et de l'action publique. Par ailleurs, on le connaît tous, ancien maire des Carrières, une belle ville où on a plein de choses à dire et à examiner tout à l'heure. Merci d'être venu, Monsieur Haït. D'abord, une question générale. C'était comment les vacances pour vous? Studieuse, rigolote? D'abord, merci de m'avoir invité à venir ici pour la web télé du Journal des Deux Rives. J'ai profité de mes vacances au sein de la belle famille, et donc j'ai pu me reposer, lire, me promener, prendre un peu de recul. Et c'était des vacances très agréables qui m'ont redonné l'énergie nécessaire pour prendre à nouveau mon bâton de pèlerin et aller œuvrer pour l'action publique. Très bien, donc je propose notre interview en 3 parties. La première, on va dire, régionale, et on descendra par échelon à la partie qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire l'échelon local, communal. Vous êtes élu régional, le PRG, vous êtes très active, j'allais dire, entre les couches étatiques et locales. Comment vous jugez aujourd'hui l'action publique d'une manière générale? Est-ce que vous êtes pessimiste comme la plupart des gens qui sont à gauche, ou vous êtes optimiste malgré la situation délicate sur le plan économique et politique? Alors on peut s'inquiéter quand on voit à quel point le citoyen doute aujourd'hui des élus et donc des actions publiques qu'ils conduisent pour eux. Donc il faut qu'on travaille davantage, il faut qu'on explique encore davantage, il faut remettre encore plus de concertation et de dialogue dans les prises de décision. Mais ce qui inquiète les Français surtout et l'ensemble des administrés dont on a la charge, c'est la problématique sociale et celle liée à l'emploi. Et il est vrai qu'aujourd'hui, se dire que les enfants ne trouveront pas de travail, auront un accès difficile au logement, fragilise la cellule familiale, déstabilise notre société. Et la crise sociale que nous traversons aujourd'hui est assez majeure. Et elle interpelle véritablement quand on voit aujourd'hui les suffrages prétendus du Front National. Et donc il faut qu'on réagisse, il faut qu'on trouve des solutions, il faut penser en termes de politiques publiques efficaces. Et j'espère que le discours du président de la République hier aura permis de redonner un cap. En tout cas, il faut vraiment qu'on puisse aller encore davantage de l'avant et qu'on trouve des solutions utiles, c'est-à-dire des politiques publiques qui ont une efficacité qui est démontrée. Et ça, je suis persuadé que la solution, elle est là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de politique, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'idéologie, mais il faut réagir en termes de politique publique et non pas par rapport aux hommes qui les portent. C'est-à-dire, ce qui importe, c'est la politique qu'on donne au public. Voilà. Donc vous restez optimiste par rapport au cap fixé par le président et par l'action? Il n'y a pas le choix, je pense qu'il faut rester optimiste, parce que je suis comme tous les Français, on souhaite la réussite de notre pays, et pour ça, que ce soit aujourd'hui un gouvernement de gauche, hier un gouvernement de droite, au-delà des différences partisanes, personne ne souhaite la faillite de son pays, et donc aujourd'hui tout le monde est attaché à ce que le pays se redresse, et le pays va mal. Les réformes, il faut les mener encore, aller davantage dans le sens de cette réforme qui est proposée. Et donc oui, il faut rester optimiste, sinon il faut renoncer à toute action publique. Et justement, une des réformes qui nous touche et nous affectera dans les mois à venir, dans les années à venir, c'est la réforme territoriale. Il y a beaucoup d'écrits, beaucoup de débats sur la question. Quelle est votre position sur cette réforme qui fait pour le moment... qui pose beaucoup de questions, et nous, habitants ici, on s'interroge sur la méthode et surtout pourquoi ces périodes tellement larges entre Poissy, Achères et Mantes-la-Jolie. Pour prendre un des exemples, évidemment. Ouais, la réforme territoriale, si elle ne fait pas encore l'unanimité contre elle, elle suscite de vrais débats. Aujourd'hui, elle interroge. Elle partait d'une bonne volonté qui était celle de la rationalisation des moyens, la mutualisation des outils et la dépense des coûts de fonctionnement, et donc améliorer le service au public, à l'administré, à l'usager. Parce que l'action publique, elle n'est que ça. Donc s'il y a des regroupements régionaux, départementaux ou intercommunaux, ils doivent être pensés en anticipation de leurs résultats aujourd'hui. Ce n'est pas une course à la plus grosse taille possible, puisque ce n'est pas ça qui assurera le meilleur service rendu. Aujourd'hui, pour prendre un exemple que vous avez évoqué, la communauté d'agglomération des Deux Rives de Seine a décidé, avec plusieurs autres communautés d'agglo, de se constituer d'ici le 1er janvier 2016 dans un gros pôle
urbain de plus de 400 000 habitants, qui reprend quasiment le territoire de l'OIN Seine-Aval, qui le déborde. Moi je le dis pourquoi pas. Maintenant, quid de cette gouvernance? Quelle est la réalité profonde des motivations? Et si j'ai confiance dans la façon dont la CA2RS a pu être menée jusqu'à présent, il faut que dans ces agglomérations rassemblées, ces 6 qui vont se mettre en une seule, il y ait un cap commun. Certaines ont des compétences que d'autres n'ont pas. Comment trouver un point commun et un point d'équilibre? Et puis quel impact en termes de fiscalité? Et aujourd'hui, et moi je fais partie des rares qui n'ont pas voté les impôts supplémentaires à la communauté d'agglomération des deux rives de Seine. Aujourd'hui on arrive à un seuil de saturation fiscale, donc il n'est pas envisageable que tout nouvel échelon qui se créerait se fait avec une nouvelle fiscalité. Donc là-dessus il faut dire les choses. Je me reposerai s'il y a de nouveaux impôts qui se créent. Donc la question de la gouvernance se pose, la question des moyens donnés à cette nouvelle entité, et puis la question des compétences et pour faire quoi et avec qui. Aujourd'hui, on sait à quel point les oppositions sont minoritaires dans cette grosse assemblée intercommunale qui va se créer. Et demain, le pôle métropolitain qui vient au-dessus encore, permettant peut-être de rejoindre Cergy-Pontoise d'ici quelques années, purge de tout caractère électif les futurs représentants. Ce serait une cooptation comme ça existait avant dans les intercommunalités. Donc on régresse en termes de droits citoyens, et donc là il faut se poser les bonnes questions. Parce que si au final ça ne fonctionne pas, et qu'en plus on a retiré la représentativité de nos mandants, et bien dans ce cas on aura échoué. Donc la réforme territoriale, elle est condamnée à réussir. Pour les régions et l'Île-de-France, on ne change pas de périmètre, on renforce les compétences. Moi, j'ai tendance à être plutôt d'accord avec ce qui va se passer, parce que si on peut avoir un interlocuteur unique pour l'emploi et la formation professionnelle, on avancera encore plus vite. Donc je vous sens un peu réticent par rapport à la grande idée de grande métropole qui va des Poissy à Mantes-la-Jolie, parce que vous posez des questions sur ce que les mauvaises langues appellent les OIN bis. Oui, alors je suis réservé aujourd'hui, parce que je ne suis pas hostile à des regroupements. La vallée de Seine, elle est une préoccupation, et puis elle est une stratégie. Alors on peut parler de l'industrie automobile, ça c'est un point, mais je dirais que là il s'agit plus de maintenir ce qu'on peut encore défendre que de penser de développer l'industrie automobile. C'est est-ce que la vallée de Seine est vraiment un territoire stratégique? J'ai la chance pour le président Huchon de participer au comité directeur de l'Axe Vallée de Seine, et on travaille sur des grands projets. On a des arbitrages qui se tiennent encore la semaine prochaine. Il s'agit de travailler sur les dessertes fluviales, sur le multimodal. Je suis certain qu'on reviendra sur la problématique des ports tout à l'heure. Il est évident que la vallée de Seine a un intérêt qui dépasse celui de l'automobile. La question de l'automobile, elle est une actualité, mais elle n'est plus aujourd'hui au cœur même de l'aménagement de notre territoire, même si on peut le regretter. Donc moi, je pense que oui, il y a ces 400 000, mais les garanties aujourd'hui ne sont pas données. D'ailleurs, le président Toto lui-même a dit « je n'ai pas la réponse à vos questions aujourd'hui ». On a été plusieurs à s'exprimer de cette façon-là. Il faut être clair sur les motivations qui font que nous allons si vite. Rien ne nous oblige d'être à 400 000 aujourd'hui, 200 000 suffirait largement. Et justement, un des points qu'on entend de la part de la population, c'est qu'on n'est pas consulté. On a l'impression que ça s'est fait sans l'accord, sans l'adhésion des habitants. Et vous pensez quoi de cette critique, quelque part, qui vient de la base? Ça va vite, ça c'est vrai, ça va très vite, puisqu'on nous a demandé, après avoir reçu des documents fin août, début septembre, de se prononcer sur des projets de statut, projets de périmètre. Il n'y a pas eu véritablement de travail au préalable. Le président de la CA2RS l'a reconnu, il a dit qu'il était pris par les délais du préfet de région. Bon, on peut en prendre acte, il n'empêche qu'aujourd'hui la redescente vers les conseils municipaux ne se fait pas. Et vers la population. Et donc de fait encore moins vers la population. Maintenant, il ça pose quand même des véritables problèmes démocratiques. Non, mais en tout cas, ça pose un problème dans le processus de la prise de décision, même si aujourd'hui, vous savez, dans les intercommunalités, tout le monde est élu par les citoyens qui ont voté leurs conseils municipaux. Donc il y a une représentation qui est quand même plus forte que ce qu'elle n'était avant ces dernières élections municipales en termes de représentativité, mais il est vrai que ça nécessiterait au minimum des conférences territoriales d'information et d'échange, au minimum, et au maximum, pourquoi pas une consultation plus large. Mais au minimum, ça vaudrait la peine de travailler sur une exposition itinérante, sur une rencontre avec les différents vice-présidents des différentes intercommunalités. Aujourd'hui, il n'y a pas ces échanges-là, grand public, en tout cas. Très bien. Donc, deuxième partie de notre débat, et ça a été quelque part une transition, on pose des questions sur les enjeux locaux, et notamment, si on reste sur l'économique,
vous avez déjà évoqué les sujets de la desserte fluviale et notamment les problèmes des ports. Est-ce que votre positionnement par rapport au port des Triel a changé, a varié depuis que vous avez passé, comment dire, pas passé la main, mais quelque part perdu l'élection municipale à Carrière? Ma position sur l'écoports des deux rives de Seine, elle est assez connue. C'est-à-dire que tout d'abord, j'ai respecté les engagements qui avaient été pris par mes prédécesseurs. Et d'ailleurs, je sais que mon remplaçant suit exactement la même voie, sauf qu'il déclare hypocritement qu'il veut maintenir la plaisance, alors qu'en réalité, il ne la défend pas, et qu'il sait très bien qu'aujourd'hui, vu le projet qui est proposé, il n'y a pas de cohabitation, si ce n'est un port sec qui était déjà négocié avant son arrivée. Ça, c'était la solution minimale qui avait été proposée par la CA2R. Donc quelque part, il a utilisé ça comme un jeu de campagne pour pouvoir gagner, pour ensuite dire et faire la même chose que D'ailleurs, aujourd'hui, ceux qui étaient contre le port l'ont rappelé à ses promesses et il les a un peu renvoyés dans leur corde en disant qu'ils se battaient toujours pour que la plaisance reste. Mais en réalité, c'est hypocrite de faire croire que les deux peuvent cohabiter aujourd'hui d'après les études qui sont présentées et d'après la concertation, en tout cas d'après l'arrêté dérogatoire qui a été signé par le préfet pour autoriser la réalisation du projet. Bon. Il y a une voie pour les opposants aujourd'hui qui est celle du juridique, donc ils peuvent poursuivre et attaquer. Il y a des voies de recours contre l'arrêté préfectoral et je sais que des associations d'environnement le font. Je pense que le processus peut aller jusqu'à son terme. Port de Paris s'y attend. Il est vrai que l'avis négatif du commissaire enquêteur a semé le trouble dans l'opinion publique et moi ça je le comprends. Maintenant, moi je suis cohérent. J'ai toujours été favorable à un moratoire sur la construction des axes routiers à 104, Pont d'Achères. Donc il faut apporter des solutions alternatives pour réduire le nombre de camions sur la voie publique, et donc à partir de là, il faut démultiplier le multimodal et donc les ports. Et donc le port de Triel est une réponse à cela, en partie, pas complètement satisfaisante, mais en partie. On ne peut pas dire qu'on est contre la 104 et le pont d'Achères et refuser le port de Triel, et ça n'est pas possible. Parce que sinon on sature. Il y a déjà la question du déplacement domestique et professionnel, donc rajouter là-dessus la saturation en termes de poids lourds des plus de 19 tonnes, donc on va arriver à une situation complète d'engorgement qui est déjà en voie d'être constituée. Donc ce port, je pense qu'il peut créer des emplois, il peut contribuer à mieux contrôler ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'à minimum, le port permettra de mieux contrôler ce qui aujourd'hui existe sans contrôle sur le futur périmètre de la ZAC Écopole Seine-Aval. Donc vous persistez et signez, vous êtes toujours favorable à l'écoport des Triel, l'écoport des deux rives, par contre. Voilà, maintenant, la problématique de la plaisance, elle se pose, moi je l'entends. Ce sont aussi des emplois, petits, certes, mais des emplois. Oui, non, mais il n'y a pas de petits ou de grandes entreprises, il y a des emplois créés. La plaisance, elle peut être maintenue sur le territoire. Je pense qu'il faut peut-être maintenant donner un signe plus fort aux partisans de la plaisance en se disant oui, des études sont lancées sur la base de loisirs de Horneuil, oui, des haltes fluviales vont se faire, oui, à Médan on travaille sur des haltes fluviales aussi, oui, à Vilaine il y a un port dont on pourra faire quelque chose. Pour compenser, on va dire, la perte de ces... Maintenant, il y a deux choses. Il y a la demande immédiate de riverains à avoir la possibilité de stationner leur bateau. Ils sont une poignée, ceux-là. Ensuite, il y a ce que constitue un port de plaisance aujourd'hui au port de Paris. Et ça, il faut qu'aujourd'hui, Port de Paris et les acteurs publics s'engagent à trouver une offre alternative à minima. Après, les opposants peuvent dire « mais c'est pas la plaisance, en soi le problème c'est le port », et dans ce cas on est sur un autre sujet. Alors on a le droit d'être contre le port industriel, mais il ne faut pas se servir de la plaisance pour s'opposer au port industriel. Parce que sur la plaisance, je pense qu'on n'était pas allé assez loin sur le fait qu'on peut donner une offre alternative et qu'il faut se donner les moyens publics et financiers de le faire. Voilà. Ça aujourd'hui, ça a manqué, il faut relancer ce débat-là. Peut-être que le débat public qui va s'ouvrir sur le port d'Achères aura sûrement des résonances sur la question du port de Triel et donc de la plaisance, et qu'il faudra exprimer des positions. Moi j'aurai l'occasion de m'exprimer au mois de novembre à Carrière ce fois-ci pour la région sur la problématique du port d'Achères. J'essaierai d'élargir mon propos en parlant de la problématique fluviale en général et donc d'aborder la question du port de Triel. Il faut donner des gages sur la plaisance, oui, ça c'est une réalité. Mais quelque part les temps courent, j'allais dire, et contre les promoteurs de ces projets, et en particulier le port des Paris aujourd'hui. Parce que depuis 2010 que cette affaire a commencé, il devait commencer les travaux en 2013, 2014, aujourd'hui on est toujours au point zéro. Vous ne pensez pas qu'à un moment donné, toute cette énergie, toute cette étude, à un moment donné, la situation est tellement mauvaise que ça serait une manière d'apaiser les mondes en disant on va réfléchir à l'aménagement, l'économique autrement. Il y a deux choses. Il y a effectivement la contestation citoyenne de ce projet d'aménagement. Là, je vous dis, il faut donner des gages. Les facteurs, il faut donner des gages. Non, mais là, dans l'urgence, il faut donner des gages sur la question de la plaisance.
sur la question de la prise en compte. Port de Paris doit encore renforcer, je pense à mon avis, l'information et la pédagogie autour de ce projet, et à mon avis sera dans l'obligation de le faire avec le débat sur le port d'Achères. Ensuite, le temps, certes, joue contre les gros aménageurs, mais en même temps, est-ce que c'est dans le tumulte et la tourmente qu'il faut arrêter les projets d'infrastructure? On peut se poser la question. Il n'y a que ceux qui se croisent les bras qui ne font pas d'erreur. Je veux dire, donc il vaut mieux avancer un peu, se dire on a essayé, ça ne marche pas, on recule, on recommence. Voilà. Maintenant, ce projet, il a été relancé en 2010, il date des années 90, on le sait bien, il a été revu quand même depuis. Si je dis ça, c'est parce que certains qui découvrent aujourd'hui tel des vierges effarouchés un peu ce projet. Les enjeux fonciers sont toujours comme ça, il revient voilà, chacun a ses arguments. Oui. Mais on n'est pas ex nihilo citoyen d'un territoire. À un moment donné, on en accepte les contraintes. On ne découvre pas que près de Carrières, il y a une usine d'épuration d'eau. On ne découvre pas qu'à Carrières, il y a une usine d'incinération. On ne découvre pas qu'à Carrières, les plaines sont polluées. Tout ça fait partie de notre histoire territoriale. Et qui que ce soit qui s'installe ici ou qui y vit ou qui prend la parole publiquement, doit comprendre qu'il est aussi porteur de ce qu'est la réalité du terrain. On ne se réinvente pas une histoire parce qu'on considère qu'elle ne convient pas à ce qu'on défend. Voilà. C'est une forme de révisionisme de l'aménagement territorial. Ça dépend en tout cas. Oui, mais pourquoi pas. On peut faire confiance au journal des Deux-Rives pour l'alimenter. Voilà, donc j'ai pas de souci. Je dis juste que voilà, par exemple, ça fait partie des éléments sur lesquels je pense qu'on aurait dû mieux expliquer ce qu'étaient les choses, mais à un moment donné, on en arrive à des clivages tels qu'aucun des arguments ne peut être entendu par qui que ce soit. Voilà. Maintenant, je constate globalement que ce n'est pas le camp des opposants au port de Triel qui a gagné les élections municipales. Puisqu'à Carrières, le projet est toujours soutenu par la ville. À Triel, le projet est toujours soutenu, même s'il y a des réserves émises par une délibération. À Vilaine, on ne les entend plus véritablement sur le sujet, en tout cas en ce qui concerne le pouvoir municipal. C'était un argument des campagnes. Voilà. Faciliter la victoire ou la défaite de certains. Voilà, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que quand on regarde les résultats, même sur Carrières, sur les bureaux de vote qui jouxent le projet, ça n'est pas là où les opposants font les scores, bien au contraire. On reviendra sur la suite de la campagne. Pour illustrer. Bien sûr, je voulais juste aussi vous poser la question sur la centralité. Un des projets phares de la comité d'agglomération des Deux-Rives, un projet qui aussi avait eu un certain nombre des oppositions. On a eu aussi l'insécurité juridique. Vous êtes aujourd'hui en train de dire haut et fort qu'il faut accélérer les mouvements vers une reprise de ces chantiers. Vous pensez toujours que c'est possible de relancer la centralité dans son état de 2012, quand ça a été lancé, en 2011? Alors moi, c'est pas que je pense, c'est que dès le mois d'octobre, les commercialisations reprennent pour plusieurs promoteurs, et des constructions également, puisqu'il n'y a aujourd'hui plus aucun recours sur le projet. Tout est purgé juridiquement. Voilà. Et je tiens à dire qu'à l'exception du conflit avec l'enseigne commerciale, il n'y a pas eu un recours contentieux d'habitants sur le projet. Ça, c'est important à noter quand on voit ce qui se passe dans les villes voisines. Mais lui, c'est un propriétaire foncier. Non, mais j'entends bien, je ne le dis pas, mais je parle d'habitants qui sont susceptibles de craindre la densité. Il n'y a pas eu là-dessus d'attaque. Les PAMSA a mené une concertation et on a travaillé sur les enjeux, les diagnostics et les études d'impact. Il est vrai qu'aujourd'hui, l'insécurité juridique du projet lui a fait prendre du retard, a suscité du coup des interrogations sur sa finalité, mais je pense que malheureusement pour Carrières, ce retard, il nous est préjudiciable. Je parle en termes de recettes publiques, puisqu'on a perdu plus d'1,5 million par département en termes de fonds pour des équipements publics, et on a perdu en termes de dynamique de commercialisation, puisqu'on est dans une phase assez creuse aujourd'hui, et on n'était pas complètement en 2010, 2011 et 2012. Donc aujourd'hui, vous savez qu'il y a une nouvelle problématique liée à l'habitat et au logement en Ile-de-France avec la métropole qui se crée. La centralité fait partie des projets qui sont recensés comme étant des projets forts pour relancer la construction de logements. Mais notamment 21 000 logements, j'étais à la conférence de presse de l'installation du Conseil régional de l'habitat, je ne sais pas comment il s'appelle exactement. Maintenant, moi je suis convaincu que la métropolisation, elle est nécessaire quand une ville comme Carrières est aux portes du Grand Paris et que nous ne faisions pas un gros projet, le diffus privé fait que de toute façon la ville connaît une croissance démographique et urbaine. Et il vaut mieux la maîtriser, l'accompagner et payer les équipements publics qui vont avec les écoles, les crèches, les centres de loisirs, que de ne faire face qu'à des promoteurs immobiliers privés qui sont juste sur une opération d'équilibre et de profit, je veux dire. Alors que les PAMSA avec la centralité, on est dans une position d'équilibre, c'est-à-dire on ne recherche pas de bénéfices. On est là pour construire un cœur de ville. Alors ça n'a pas été préparer les terrains pour qu'ensuite les aménageurs jouent leur rôle. Voilà, on apporte des prix de terrain maîtrisés, on apporte un coût maîtrisé de vente du logement, ce qui fait que les gens achètent, ce qui fait que les promoteurs s'y retrouvent.
Et il y a un programme d'équipement public qui est cofinancé, département, région, État, Union européenne, CA2RS et promoteurs, qui font que la centralité va être une réalité. Aujourd'hui, les opposants, ils peuvent dire qu'elle ne se fera pas. Aujourd'hui, elle est relancée. Les PAMSA peuvent vous le confirmer. Je leur ai même écrit. La lettre que j'ai faite au maire de Carlos-Poissy, qui est restée sans réponse, et que vous avez bien voulu relayer sur votre site internet, elle ne reflète que des éléments juridiques réels. Et ce que je pose comme condition, c'est en fait ce qui va se passer. Puisque déjà, c'est le calendrier qui est retenu. Donc à partir d'octobre, on verra des panneaux, on verra des panneaux qui sont toujours. Des panneaux, des commercialisations. Là, aujourd'hui, vous avez monde. Nexity qui va pouvoir relancer un programme immobilier sur l'avenue de l'Europe, l'axe central, et notamment Promogym va relancer une commercialisation, ainsi que Arc, deux programmes le long de l'avenue de l'Europe. Parce que je le souhaite, parce que de toute manière, les logements est une denrée rare aujourd'hui en Ile-de-France. Aujourd'hui, tant qu'il n'y aura pas une offre publique maîtrisée pour faire baisser le prix du privé, on n'y arrivera pas à loger les gens. Et on sait que le logement est une des premières solutions à tous les autres problèmes. Voilà. Et justement, je voulais toucher un petit mot sur les transports. Qui dit nouvelle construction, nouvelles opérations, on a besoin toujours des mobilités. Or, aujourd'hui, on se repose sur la voiture, le véhicule autonome. Vous ne pensez pas non plus que quand même il y a un problème, c'est-à-dire que quelque part, on n'anticipe pas, on ne fournit pas les services des transports en commun pour qu'on puisse justement utiliser moins la voiture, être en cohérence avec les développements durables et voire avec l'écologie. Alors, la question des transports, c'est comme une équation à multiples inconnus. C'est-à-dire que vous avez la pratique aujourd'hui individuelle, pas égoïste, mais facile et pratique, et celle de la voiture. Vous avez ceux qui se disent contraints de prendre des transports en commun avec les retards, la propreté parfois et le coût. Et vous avez la nécessité de faire de nouveaux axes routiers. Et de faire du multimodal. Je pense qu'il y a un tramway, il y a plein de choses. Aujourd'hui, par exemple, la région va mettre en place le pass Navigo à tarif unique. Ça devrait se faire et ça va se faire. Pourquoi? Pour rendre plus attractif encore les transports au niveau tarifaire. Alors oui, on peut être en saturation, on peut mettre des RER à 2 étages, il n'empêche que le réseau, il est dans l'état où il est aujourd'hui. Si on arrive à 2800 bon. logements de plus dans le cadre de la centralité, vous imaginez la saturation de ces ponts. Donc je pense vraiment que les pouvoirs publics, notamment la région... face à une population qui fait le choix de venir s'installer là parce que la gare est à côté. Et donc des gens qui ne prendront pas le véhicule pour se rendre au travail. Pour ça, il faut les convaincre que c'est plus facile et plus agréable de prendre le transport en commun que de prendre la voiture. Moi, j'étais partisan, et j'en ai parlé pendant l'élection, de développer l'autopartage. J'avais déjà lancé une plateforme de covoiturage, parce que le nombre de carriérois qui travaillent sur la Défense, ou sur Cergy ou sur Paris, on peut au minimum mutualiser par quartier ou par îlot pavillonnaire. Ça, il faut que les gens acceptent aussi cet apprentissage collectif de l'usage de la voiture. Ensuite, l'autopartage. Une voiture en autopartage, c'est 10 voitures en moins sur la route. Et on voit à quel point ça réduirait les embouteillages aujourd'hui en Ile-de-France. Ensuite, vous avez la possibilité aussi de rénover les voies. À Carrière, on a un grand boulevard urbain. Avec le bus qui aurait un couloir propre, c'est près de 4 minutes de gain de temps pour aller vers la gare de Poissy. Vous avez la passerelle circulation douce qui était projetée. J'espère qu'elle se En fait, ce sont des petites touches d'amélioration, mais pas de nouvelle infrastructure. Aujourd'hui, les réseaux routiers sont saturés en Ile-de-France. La métropolisation fait qu'on choisit la densification urbaine contre l'étalement urbain, qu'a fait aussi l'échec de nombreux départements. La Seine-et-Marne est remplie de kilomètres de pavillons, et personne ne veut aller habiter en Seine-et-Marne aujourd'hui, et les services publics sont très éloignés des cœurs de ville et de lieux d'habitation. Donc la densité urbaine est la seule solution. Voilà. La seule possibilité aujourd'hui pour répondre aux objectifs de logement, à la crise du logement et au fait qu'il faut rapprocher les gens de leur travail et des zones économiques, c'est la densification urbaine. Alors c'est vrai que quelqu'un qui a acheté son pavillon en grande couronne, dans les Yvelines, dans une ville tranquille, il se dit, oh là là, moi je ne veux pas d'un bâtiment de 5 étages à côté de chez moi. Comme à Triel-sur-Seine. Mais comment il va faire quand son fils ou sa fille ne pourra pas se loger parce qu'il gagnera à peine 2500 € et qu'il ne trouvera pas dans le studio, dans le privé, des studios ou des logements accessibles? On est plein de contradictions comme chacun de... Voilà, oui, à un moment donné, il faut poser les choses sur la table. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a que les élus qui se croisent les bras qui ne font pas d'erreur. Voilà. Et justement, c'est une belle transition. Vous êtes une élue qui a prouvé que vous avez un volontarisme depuis que vous êtes aux manettes des carrières. Et votre méthode, effectivement, s'est vue sur les terrains, des nouvelles initiatives, carrière-plage, pour l'hiver, plein des actions. Aujourd'hui, vous considérez, et je vais arriver un petit peu pour parler plus
sur les rendez-vous des 30. Vous considérez que votre successeur est en train de vouloir effacer tout ce que vous avez fait? Quel est les jugements que vous portez sur son action depuis 6 mois? Aujourd'hui, effectivement, je suis plus maire de Carrière ce fois-ci. Les élections n'ont pas été favorables à moi et à mon équipe. Maintenant, moi, j'ai un souci, c'est que Carrière se développe harmonieusement. C'est-à-dire, je ne souhaite pas du mal à Carrière parce que c'est plus moi qui l'administre. Seulement, il y a des choses que je ne peux pas laisser faire ou laisser dire. Aujourd'hui, Carrière-Plage est supprimée, la patinoire est supprimée, des actes forts portant sur la laïcité sont mis en cause avec du clientélisme culturel. Aujourd'hui, les droits de l'opposition sont bafoués. Moi, j'ai fait l'objet d'attaques très fortes pendant la campagne sur le caractère prétendu autoritaire de mes prises de décision. Aujourd'hui, nous en sommes Vous avez fait quand même des gestes forts. Aujourd'hui, non mais il faudra me les démontrer, me les préciser, parce que l'opposition qui a siégé au conseil municipal avec moi n'a rien à redire de la façon dont j'ai géré le conseil, bien au contraire, désavoue aujourd'hui la gestion telle qu'elle est faite par le nouveau maire. Maintenant, je suis à 2 recours au tribunal administratif pour non-respect de la loi, c'est-à-dire c'est pas Etiaïd, c'est la loi qui est bafouée. Nous avons des courriers qui sont sans réponse, cela fait déjà 3 saisines de la CADA que nous faisons, alors que en ce qui me concerne, n'importe qui écrivait au maire pouvait avoir une réponse sur 1 semaine à 15 jours. On n'attendait pas le délai réglementaire d'1 mois pour l'accès aux documents administratifs. Ce sont des exemples, mais ce sont de véritables vexations et d'entraves au bon fonctionnement démocratique. Ça, c'est un point. Maintenant, qu'il considère que telle chose que nous n'avons pas fait, il la supprime, qu'il soit supprimer les drapeaux de la ville parce que nous les avions faits, qu'il enlève des plaques parce qu'il y a mon nom dessus, tout ça c'est de la mesquinerie et de la bassesse d'élu qui n'est pas forcément très tranquille dans ses baskets aujourd'hui. C'est son choix. Aujourd'hui, il n'inaugure que des choses que j'ai lancées ou en partenariat avec des bailleurs sociaux ou des promoteurs. C'est normal. C'est le jeu démocratique. Je lui rappelle d'ailleurs en étant présent à chaque fois, c'est la moindre des choses. Moi, je serai vigilant et combatif sur la façon dont Carrière se transforme. Et si les choses vont dans le bon sens, je le dirai et je les porterai. D'ailleurs, la région continue à soutenir la ville à travers un certain nombre d'équipements. Et quand ça n'ira pas, nous le dirons, que ce soit moi ou les élus qui m'accompagnent, ou les citoyens qui aujourd'hui se rendent compte de ce qu'ils n'ont plus aujourd'hui à la tête de la mairie. Voilà. Alors, effectivement, vous le faites savoir haut et fort, notamment sur les problèmes de la police municipale, sur les opérations des tranquillités publiques, etc. La police municipale est fermée à quartier Saint-Louis. Toutes ces choses-là vous conduisent à penser qu'effectivement, l'électeur plutôt a été malmené, mal compris les enjeux de la campagne. La campagne à Carrière, je vous dis comme je l'ai ressenti, moi, n'a pas été... Avez-vous tiré d'ailleurs un bilan Ça, on est obligé. Ça, on est vous avez obligé tiré de prendre du recul, de l'enseignement, de l'échec. On apprend toujours d'une chute. Hein. Quand on est petit, on tombe. On sait qu'il ne faut plus mettre le pied dans un trou, hein, sinon on tombe. Si, bien sûr, je sais les erreurs qui ont pu être les miennes dans l'animation de la campagne. Je sais aussi là où j'aurais dû être persuasif. La campagne, non, j'explique. Là où j'aurais dû être persuasif dans l'accompagnement des projets. Peut-être être comme d'autres élus plus clientélistes, et moi j'ai pas voulu être clientéliste, j'ai considéré que l'intérêt général c'était la règle. Pendant la campagne il y a eu énormément de clientélisme à destination d'une certaine population, des jeunes, des communautés religieuses. Moi j'ai toujours rappelé que la règle républicaine est la règle qui protège chacun, donc elle protège tout le monde. Et que le jour où on en accepte des dérogations, si ça peut nous profiter un jour, ça peut nous défaire un autre jour. Et j'ai toujours expliqué ça aux gens, qu'il vaut mieux respecter la règle que de penser qu'on peut y déroger, parce qu'à un moment donné, on y sera fragilisé. Donc ça, là-dessus, je regrette la façon dont la campagne s'est déroulée, qui a été sur le mensonge, sur la vérité, et les gens ne savaient plus où ils en étaient. C'est une campagne assez dure. La campagne a été dure, j'ai fait l'objet d'attaques, diffamatoires. Coup bas des deux côtés. Des deux côtés, il faudra le prouver, c'est pas le cas. Je n'ai aucun dépôt de plainte en ce qui me concerne. Et si j'en avais fait, peut-être que j'aurais pas perdu. Vous voyez à quel point j'ai tiré des leçons de la campagne. Et c'est parce que je m'y suis refusé qu'on accepte le bilan qui est le nôtre aujourd'hui. Maintenant, on va de l'avant et on continuera l'action qui est la nôtre. Et comment expliquer en fait que certains pensaient que vous étiez très autocrate, même une petite étude que j'ai vue des années 2009, vous libelle comme les petits Sarkozy, Sarkozy de gauche, c'est quand même... On a revu Charles de Gaulle, vous avez voilà, pas de lecture. Bien sûr, bien sûr. Quelquefois, on parlait des plaintes à répétition, presque de la manipulation avec les gens de voyage, les Roms, par exemple. Même les gens de votre camp qui commençaient à parler d'une manière très simple mal de vous. Quoi. Alors ceux qui étaient dans mon camp, c'est ceux qui sont restés jusqu'au bout. Hein. Et ceux qui disent être partis, ce sont ceux que nous avons fait sortir. C'est pas du tout la même chose.
Personne n'est parti parce qu'il était en désaccord. Nous avons considéré que la loyauté n'a pas été respectée pour deux personnes et le conseil municipal a très largement soutenu cette décision. Une partie de l'opposition l'a voté aussi. Je pense que là, il y a eu une vraie manipulation intellectuelle sur cela. Maintenant, ça c'est pour moi de l'histoire. C'est du passé. Là aussi, il aurait fallu que je sois plus franc et dire la vérité, moi aussi, sur les parcours des uns et des autres et pas me laisser attaquer sur des choses alors que les points sur lesquels j'étais mis en cause étaient les points dont ces personnes avaient la responsabilité, justement. J'ai toujours été directif. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un maire, il est là pour prendre une décision. La délégation, elle est majeure, mais l'arbitrage, il est indispensable. Sinon, il n'y a pas de prise de décision. Ça sert à quoi de dire je délègue à un tel si au final la décision elle n'est pas prise ou si c'est pas la bonne. Mais même pour les petits détails, parfois, on a l'impression que vous voulez. Ça, j'ai été investi, c'est mon choix. J'ai même quitté ma vie professionnelle pour m'investir dans le mandat. Je ne le regrette pas. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, les départs de directeurs de service sont très nombreux dans la mairie de Carrières aujourd'hui, pour des raisons diverses, mais il y a presque 4 directeurs qui partent ou qui sont mutés. Donc je n'ai rien à me reprocher sur la façon dont les choses se sont passées. J'ai peut-être été, pour certains qui n'avaient pas l'habitude d'une telle prise en main dans l'accompagnement de la décision, été directif. Maintenant, j'ai autant de personnes qui jugent à l'inverse qu'avoir une réponse, même si elle est négative, c'est au moins avoir la réponse publique. Et moi, j'ai toujours dit à mes administrés que la question, elle n'est pas de savoir si je vais vous faire plaisir pour vous flatter, mais de vous donner la bonne réponse. Et si on dit non, on explique pourquoi ça n'est pas possible et quelle est la solution alternative. Alors ce discours de vérité, il n'a pas forcément plu à un moment donné, parce que quand les gens venaient me voir en disant je veux un logement, je veux un emploi, et qu'on explique qu'on est co-acteur de la recherche du logement et de l'emploi, c'est-à-dire qu'on les aide, qu'on fait des lettres de recommandation, et ben ça leur plaisait moins que de se faire entendre dire par tel ou tel, ben vous inquiétez pas, vous aurez le logement ou l'emploi. Au final, ils n'ont ni le logement ni l'emploi, et ils n'ont même plus le maire qui les aidait à faire des permanences logement et des permanences emploi. Donc un élu, il est facilitateur, il est accompagnateur, et il est là pour décider. Voilà, aujourd'hui... Vous pensez qu'aujourd'hui, beaucoup de Carriérois commencent à quelque part, à penser qu'ils ont beaucoup à regretter de leurs choix qu'ils ont fait? Il y a eu manifestement, dans le suffrage exprimé, des gens qui ont fait le choix d'accepter de croire à une réponse individuelle qui leur était faite suite à leurs problèmes personnels. Ça c'est sûr, sinon jamais un inconnu qui débarque 6 mois avant, il peut prendre une mairie comme cela, alors que les résultats des élections intermédiaires étaient particulièrement bons dans tous les scrutins. Aux élections législatives de 2012, je fais 60% au deuxième tour sur la ville de Carrières-sous-Poissy. Donc il s'est passé quelque chose qui a fait que les gens ont choisi la solution de facilité. Maintenant l'électeur il n'a jamais tort. L'urne il est libre de choisir ce qu'il vote. Maintenant oui, beaucoup aujourd'hui, parce que moi je continue le terrain, je reçois à la région, je peux pas recevoir à Carrières parce qu'on n'a toujours pas de local d'opposition. J'ai vu que vous avez créé plusieurs moyens de communiquer. On a accompagné des initiatives citoyennes sur la fiscalité, sur les observatoires des rythmes scolaires et prochainement sur l'environnement, un certain nombre de citoyens, anciens élus, colistiers ou sympathisants, qui ont voulu même dans les actes des s'engager. bords des Seines qui n'étaient pas... Et bien aujourd'hui, vous savez, cette association a fait des dizaines d'adhésions par mois, parce que l'ancien collectif, qui n'était qu'un opposant à la mairie, aujourd'hui ne fait plus son travail sur le terrain, parce que forcément son président est adjoint au maire. Voilà, et donc aujourd'hui il n'y a plus de problème sur la ZAC des bords de Seine, puisque c'est la mairie qui le gère. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu des difficultés, il y a eu des problèmes, il y a peut-être eu des problèmes de dialogue, il n'empêche qu'aujourd'hui les solutions qui sont apportées, elles ne sont pas les bonnes, et les Carriérois, même ceux qui n'ont pas voté pour moi, me disent qu'aujourd'hui, les réponses, on ne leur donne pas, alors qu'on leur avait promis qu'on devait leur donner cette réponse. Et donc c'est ça qui est dangereux, c'est parce que si le citoyen, il considère que l'élu, c'est juste une machine à faire des promesses et qu'il ne les tient plus, à un moment donné, il ira ailleurs ou il ira plus du tout. Et à Carrières-sous-Poissy, la menace du Front National, elle n'est pas très loin. Quand on voit que le FN fait près de 20% en 2002 aux élections présidentielles et qu'il arrive en tête aux élections européennes, ça s'est jamais fait. Donc il faut qu'on fasse très attention à Carrières parce que la façon dont la campagne s'est déroulée, la façon dont aujourd'hui les reniements électoraux se multiplient font véritablement le lit de l'extrême droite. Et moi je suis très inquiet sur cela, notamment à travers le clientélisme culturel qui est en train d'être diffusé aujourd'hui. Au moins, on a appris une chose, c'est que c'est difficile d'être élu. Comme le président de la République, le président il l'a dit hier. Et vous aviez compris que le bail d'être élu, c'est un bail précaire. Ça j'assume. Oui. Hein, donc le bail précaire vient toujours à échéance et tous les 6 ans, ça, on vous demande des comptes. Et justement, pour peut-être terminer, les perspectives, donc à partir du moment où on a
un litige, un recours qui se dessine, qu'on a vu les 30 septembre, il y aura les confrontations entre les deux parties prenantes. Quelle va être, à votre avis, la suite à donner, en sachant bien que pour le moment on ne sait pas ce que le résultat de ces jugements va être? Le 3 avril dernier, on a décidé de déposer une requête auprès du tribunal administratif de Versailles en annulation des opérations électorales du 30 mars. Ce sera audiencé le 30 septembre. Nous avons déposé un mémoire en défense, enfin un mémoire en argumentation, pour dire pourquoi nous considérons qu'un certain nombre d'articles du Code électoral n'ont pas été respectés. On apporte des éléments, des attestations, des éléments de contexte. Ça, c'est dans les mains du juge. Là où je suis très étonné, c'est que mon adversaire, ou qui que ce soit qui se sentirait concerné, n'a pas déposé le moindre mémoire en défense. Aujourd'hui, il n'y a pas de mémoire contradictoire au nôtre. Alors, cela peut se tenir à l'audience, ce n'est pas un souci, mais c'est déjà, je trouve, un manque de respect pour la juridiction. Donc moi, je ne peux pas faire davantage de commentaires par respect pour le juge et la juridiction sur cette affaire. Il n'empêche que, vous le savez, les conclusions du rapporteur public sont connues la veille de l'audience, ça donne le sens de ce qui pourra se dire à l'audience. À l'audience, il y a confrontation, échange des avocats, vous savez qu'il n'y a pas d'obligation à ce qu'on soit présent, puisque c'est une procédure écrite de droit. Et quelques jours après, une semaine, nous avons les résultats, après la possibilité de faire un appel. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est quelle que soit la décision qui ressortira du tribunal administratif, et vous m'avez bien entendu, avec la tonalité qui a été la mienne, on ne laissera pas carrière sans vigie. C'est-à-dire qu'on sera toujours là, présent, pour s'assurer que la ville connaisse un développement harmonieux. Voilà. Quand c'est bien, nous le dirons. Quand ça n'ira pas, nous ferons valoir notre devoir de vigilance. Voilà. L'opposition, elle existera même au-delà des diaïtes si je déciderais un jour de me consacrer à autre chose que l'action publique. Il y a un mandat électoral, mais aujourd'hui j'ai l'action publique qui est assez chevillée au corps et j'entends pas aujourd'hui que Caria puisse partir ainsi à la dérive sans qu'il y ait une opposition qui permette de la ramener sur le droit chemin. Bon, je crois que donc nous avons compris, vous êtes toujours volontaire, avec une pugnacité qui ne se démente pas. On aura l'occasion de revenir sur ces dossiers. Je remercie énormément de votre temps, monsieur. Merci pour votre invitation. Et merci pour la suite.